s'interroge sur la transposition du modèle chinois à l'Afrique. Non, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas, à l'occasion de cette conférence, de nous vendre un modèle unique qu'on imposerait à tous. Autant en termes de délai, je disais que chacun, selon son potentiel et sa volonté, peut s'inscrire dans un délai. Autant ici, vous savez que le modèle chinois et le modèle brésilien ne sont pas pareils. Vous verrez qu'en Inde, on s'est appuyé sur d'autres choses. Tous ces pays ont quelque chose en commun, c'est la volonté de créer la richesse. Mais maintenant, ceci dit, comment chacun procède, ça dépend. Il y a des aspects culturels et l'émergence que nous devons voir. Vous savez qu'il y a un des thèmes ici qui parlera de émergence et changement de comportement. Je crois un groupe de travail. Donc nous ne venons pas pour prendre un modèle et le transposer. Nous venons pour savoir ce que chacun a fait, d'où chaque pays est parti, avec quel potentiel, avec quelle politique, combien de temps ça a pris, quels ont été donc les obstacles sur le chemin, comment ils ont pu contourner ces obstacles, et de là chacun donc se situera, et puis au regard donc de l'état des lieux, dans chaque pays, il y a une politique qui sera mise en œuvre et on s'inspirera de l'expérience des uns et des autres. Évidemment, où il y a eu l'échec, on verra que ce n'est pas une voie empruntée, peut-être qu'ils auraient pu faire différemment. Eux-mêmes, ils diront, si on avait su, on aurait dû faire ceci pour arriver plus tôt ou pour arriver d'une autre manière, etc. etc. Donc, le modèle chinois sera exposé ici comme le modèle de bien d'autres pays, mais il n'aura pas un modèle à retenir et à imposer. Ce sera une synthèse, et cette synthèse d'ailleurs va s'adapter à la situation de chaque pays. Donc il n'y aura pas d'uniformité dans l'approche, si ce n'est de dire qu'il faut avoir la volonté et puis ensuite faire les réformes qui s'imposent. Émergence et gouvernance, oui, il y a un lien fort entre émergence et gouvernance. Quand je vous parle de redistribution, vous avez posé la question d'ailleurs de savoir comment on va redistribuer, mais il faut donc qu'en termes de gouvernance, l'État affiche une volonté. D'ailleurs, les réformes qui sont faites doivent contribuer donc à une meilleure gouvernance au niveau de nos pays. Au niveau de la Côte d'Ivoire, vous savez qu'on a été donc classé parmi les 10 pays réformateurs au monde au cours de l'année dernière. Je voudrais vous dire que ça s'est appuyé sur des réformes qui ont contribué à améliorer la gouvernance, y compris la création de la haute autorité pour la bonne gouvernance, qui n'est pas totalement encore opérationnelle, mais qui, au cours de l'année en cours, va donc afficher des ambitions réelles qui nous permettront non seulement de mettre en œuvre des réformes qui contribuent à améliorer la gouvernance, mais aussi et surtout donc d'accompagner, et cela va nous permettre de maintenir ce rang que je vous ai indiqué, de l'améliorer, mais aussi d'être éligible à des instruments donc de financement tels que les MCC, qui d'ailleurs a considéré la création de la haute autorité comme une alerte importante que nous avons donnée. Donc l'émergence et la gouvernance ont donc une corrélation forte, et nous nous inscrivons dans ce sens-là. Comment les populations ivoiriennes, l'opinion nationale lit l'émergence lorsque, au moment où il y a la croissance des populations qui sont déguerpies. Je voudrais dire, vous savez, l'émergence, comme les Ivoiriens le disent, doit se sentir dans la marmite de chacun, mais l'émergence doit se ressentir aussi dans notre environnement. Boubacar parlait du cas du Rwanda, qui est un pays qui impressionne par la qualité de cadre de vie, par le niveau de salubrité au niveau, moi je n'ai fait que Kigali, mais on me dit partout, c'est comme cela. Quelle émergence nous apporterons aux populations de Gobelé si nous les maintenons à Gobelé, dans la situation où ils sont, sur des sites
qui ne doivent pas être des sites habités. Si nous, vous savez, il y a une chose qui est importante quand je vous parlais de leadership. Le leader aussi, c'est celui qui prend les bonnes décisions et qui ne fait pas que des calculs politiques pour prendre des décisions, qui dit ça c'est bon pour mon pays, ça c'est bon pour la population. Si elles ne le comprennent pas aujourd'hui, elles comprendront plus tard. Et donc il prend la décision au moment où c'est important. Ce que nous avons fait au niveau du gouvernement, c'est pour chaque déguerpi d'avoir un kit d'accompagnement. Vous savez, le déguerpissement, c'est pas maintenant. Dans une autre vie, je travaillais un peu dans les entreprises, notamment à évaluer les conditions de travail dans les entreprises. Et je me rappelle que j'ai visité un site de déguerpi à Yopougon, où il disait qu'il venait de Washington. Washington, c'est tout le quartier qui est à côté du lycée technique, qui a été rasé l'année dernière, mais qui avait déjà été rasé plusieurs années auparavant. Des gens ont été donc délocalisés à Yopougon ou à Biabou. Quelques familles sont allées vendre les maisons qui ont été construites et elles sont retournées tranquillement à Washington à nouveau s'installer. Alors si nous continuons comme ça, dans ma petite ville, j'avais dit au maire, quand la ministre de la Salubrité faisait des casses, ils sont allés casser. Et puis j'ai dit au maire, on a cassé le long de la voie principale. Si vous ne vous organisez pas pour occuper cet espace, ben ils vont revenir. Et ça n'a pas raté, certains sont revenus. Donc ils reviendront, ils ont eu des maisons, peut-être qu'ils valent 3 millions, 4 millions, 5 millions. Ils revendent quelquefois pour moins que ça, et puis ils retournent pour occuper des sites là où ils mettent en location et puis ils retournent. Et quand tu poses la question, non, je veux avoir un peu d'argent pour la scolarité des enfants et tout, mais ces enfants continuent de vivre à Washington ou à Gobelé, etc., etc. Donc le gouvernement essaie de les accompagner pour les réinstaller. Ce qu'il faut faire, c'est donc de les prévenir tôt, de les sensibiliser. Et ça, dans le cas de Gobelé, ça a pris des mois de pouvoir sensibiliser. Ils vous diront qu'on est venu un matin casser les maisons, mais ce n'est pas vrai. Il y a eu donc des messagers, des messages qui sont passés, les kits sont disponibles, les familles ont été recensées et nous devons continuer à faire cela. Je voudrais vous dire que Abidjan d'aujourd'hui n'est pas cette ville que le schéma directeur sous le président Houphouët-Boigny avait donc mis en place. Et le président Alassane Ouattara a dit, lui il applique le schéma directeur mis en place par le gouvernement Houphouët-Boigny et c'est cette ville qui doit revenir. Vous voyez que prenez le boulevard de Marseille, toute cette zone que vous voyez depuis le CHU de Treichville et ses établissements annexes jusqu'à Biétry, n'étaient pas des zones qui devaient être occupées. Les gens se sont installés avec des industries, avec un certain nombre de choses. Ça va grincer, ça va grogner lorsqu'on va aller casser. Mais pour nous, c'est un passage obligé parce que sinon, nous ne donnons pas de vision à cette ville-là, une vision futuriste et tout ça. Donc, je voudrais dire que l'émergence pour les populations de Gobelé, ce sera effectivement qu'on les déplace, mais qu'on les soutienne et qu'on les accompagne. On leur offre la possibilité donc d'avoir un autre logement ailleurs. Évidemment, ça aurait pu se faire dans le cadre de l'habitat social, mais vous savez que le déficit en logement à Abidjan est profond et ça se creuse chaque année. Donc, il est difficile de s'inscrire dans ce cadre-là. Mais chacun doit apporter sa contribution. Et quand on est sur un site qui ne doit pas être habité, qu'on s'est installé durablement, que peut-être on a été dédommagé, on est revenu 1 ou 2 fois pour être là, on doit finir par partir. Nous voulons continuer sur la voie, en tout cas, de l'assainissement de la ville. Comment nous redistribuons? Nous redistribuons à travers des instruments pertinents. Baka vous parlait tout à l'heure du budget pro-pauvre qui est passé de 700 milliards à 1500 milliards en l'espace de 3 ans. Quelquefois, quand on le dit, les gens disent, mais enfin, quel est ce budget pro-pauvre que les pauvres ne ressentent pas? Mais quand
vous partez réhabiliter totalement ou construire une université. Quand vous faites un programme de plusieurs milliers de classes à construire sur le territoire national, quand vous décidez que pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, la première chose à faire, c'est d'améliorer l'accessibilité physique des populations aux soignants. Quand vous décidez de la politique de la gratuité des soins ou même de l'appui ciblé, quand vous dites que tout ce qui concerne l'enfant de moins de 5 ans ou la femme enceinte, etc., doit être pris en charge à une certaine proportion, vous êtes en train donc de faire des politiques pro-pauvres. Évidemment, le contenu de la politique pro-pauvre peut évoluer avec le temps. C'est-à-dire quand vous avez suffisamment d'infrastructures sociales de base, c'est d'autres instruments que vous mettez en place maintenant pour accompagner. Mais lorsque vous voyez, par exemple, le fonds de soutien aux femmes ou les fonds jeunes qui sont en train d'être combinés ou tous les instruments de promotion de l'emploi, c'est des politiques pro-pauvres. Et c'est cette manière de distribuer, c'est-à-dire faire en sorte que les besoins de base des populations soient pris en compte, soient couverts en termes d'accès aux services sociaux. Au moins le minimum de services sociaux doit être offert aux populations, l'amélioration du cadre de vie et évidemment l'incitation donc à la création d'emplois, y compris l'auto-emploi. Sinon, il sera difficile, par exemple, d'aller distribuer. Nous avons un débat sur les filets sociaux. On parlait tout à l'heure du cas de la Chine, mais aussi du Brésil, qui a introduit les filets sociaux. Il y a un débat au niveau du gouvernement pour voir si notre politique de filet social doit correspondre exactement à la politique brésilienne. Est-ce que l'État que nous sommes, libéral, qui encourage à l'effort, doit faire cela? Nous, ce que nous pensons, c'est plutôt l'équité qu'il faut assurer. C'est l'équité, ce n'est pas l'accompagnement, le développement de l'assistance, mais il faut faire en sorte, par exemple, que lorsqu'on doit aller à l'école, ceux qui sont en difficulté aient la possibilité d'avoir leurs enfants à l'école dans des conditions acceptables, sinon dans les mêmes conditions que tous les autres. Donc c'est cette redistribution qu'il faut faire et nous allons en tout cas mettre en place les instruments qui permettent de redistribuer et d'assurer la croissance inclusive. Alors la transformation structurelle de notre économie, c'est vrai, toutes les conférences africaines en parlent parce que le potentiel est là. Nous avons des ressources naturelles, nous avons aujourd'hui des matières premières, la Côte d'Ivoire a le cacao, nous produisons 40% du cacao dans le monde. La production d'ailleurs augmente. Sur l'anacarde, nous sommes deuxième producteur, nous sommes en train de passer premier producteur, mais c'est l'Inde qui transforme tout. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc transformer notre économie, c'est faire en sorte au moins que l'industrie de transformation des matières premières se développe et se mette en place. Ce n'est pas toujours des grosses usines, quelquefois des petites unités, c'est l'option de la Côte d'Ivoire sur la noix de cajou. Mettre auprès des paysans, du monde paysan, des petites unités qui permettent donc de donner une plus-value donc à la noix de cajou. Mais cela ne se fait pas avec les ressources de l'État. C'est le secteur privé qu'il faut inciter à venir. Donc ce sont les réformes, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires, c'est de faire en sorte qu'on ait confiance en la justice lorsque les gens viennent, c'est de sécuriser les investissements qui sont faits. Et donc c'est cela qu'il faut continuer à faire. Est-ce qu'il y aura des ressources disponibles à Abidjan pour accompagner donc les pays africains dans la transformation structurelle de leur économie? Non. Mais il y aura des gens qui peuvent mobiliser les ressources. Il y aura donc des feuilles de route que chacun peut élaborer sur la base des conclusions d'Abidjan qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Donc indirectement, nous pourrons disposer des moyens et surtout savoir quel est le type de moyens et de politique qu'il nous faut. Alors, la réforme
et l'annulation de la dette. Vous savez, les plans d'ajustement structurel ont fait leurs dégâts. Je voulais prendre un seul exemple de la Côte d'Ivoire. Hein. Nous avons la caisse de stabilisation qui a disparu avec les ajustements structurels et que nous sommes aujourd'hui en train de mettre, avec bien entendu une adaptation au temps en place, notamment pour garantir aux paysans une meilleure rémunération de leurs efforts. Donc nous savons les conséquences de tout cela et le schéma qui est en place actuellement n'est pas vraiment cela. C'est des réformes que chacun doit sentir, c'est des réformes pour améliorer la gouvernance, c'est des réformes pour faire avancer donc le développement économique que nous essayons de faire. Je vais terminer par... Alors quel est le taux de pauvreté actuelle? Vous savez que nous venons d'engager depuis 2 mois l'étude sur le niveau de vie des ménages. C'est l'étude sur le niveau de vie des ménages que nous allons conclure d'ici la fin de ce mois qui donnera le taux de pauvreté actuel de la Côte d'Ivoire. Tout le reste qui est dit n'est que donc hypothèse et je ne voudrais pas en tant que ministre du Plan devant vous ce matin dire que la croissance a donc induit une baisse de la pauvreté ou alors que nous sommes toujours au même niveau de pauvreté. Mon sentiment, c'est que nous allons dans le bon sens, mais cela doit être confirmé par les conclusions de l'INP 2014-2015. Merci. Très bien. Donc, ce qui est important, c'est qu'au final, ce qu'on recherche à travers l'émergence. Et nous l'avons dit, c'est l'émergence au sein du développement humain. Je reviens même sur la notion de pauvreté, parce qu'en fait, on se pose la question de savoir si la croissance a été inclusive. Elle n'a pas été inclusive dans le sens où on n'a pas atteint nos objectifs de réduction de la pauvreté. Mais je vous garantis que sur l'ensemble du continent, sur la plupart des pays africains, ils ont tous réduit le niveau de pauvreté. Et ça, c'est grâce à cette croissance dont on parle, mais pas suffisamment. C'est ça le problème. Si vous regardez même l'IDH du PNUD, l'indice de développement humain du PNUD, tous les pays africains ont progressé. Donc il y a des avancées, mais pas au rythme et au niveau souhaité. Ça, c'est une réalité. Et donc c'est là où on doit mettre l'accent pour donc réduire davantage la pauvreté sur le continent. Alors maintenant, j'aime bien parce que on nous dit que les pays émergents sont des petits pays. C'est bien ça? Vous avez cité le Rwanda, Maurice et le Cap-Vert. Mais très bien. Laissez-moi également citer l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie et le Maroc, et le Nigeria. ABC. Ce sont des pays qui sont sur la voie de l'émergence. Ça, c'est une réalité. Les chiffres sont là pour le prouver. Tout à l'heure, j'ai cité le cas d'Éthiopie. Mais c'est pas ça, j'ai même pas cité, en fait, grande compagnie qui veut maintenant s'installer dans ce pays. C'est un pays qui a changé de façon fondamentale. C'est vrai, le Rwanda, moi je suis au Rwanda en 1994 en poste, après le génocide. Je sais ce que le Rwanda a fait. Mais je vous assure que, donc, les données sont là. Aujourd'hui, on cite l'Afrique du Sud qui a ses défis. Hein. Attention, on n'a pas dit que ces pays-là sont sur la trajectoire, ils ont beaucoup avancé, contrairement à d'autres pays. Mais je vous dis que vous avez ces pays-là qui sont cités, pas comme référence en tant que tels, mais qui ont eu des avancées, et c'est la raison pour laquelle on les invite d'ailleurs à la conférence pour partager leur expérience. En termes de... Il n'est pas... Bon, le ministre l'a dit, je pense qu'on n'a jamais dit qu'il était question de transposer un modèle, quel qu'il soit. Nous disons tout simplement que dans ces modèles, il y a peut-être des choses qui peuvent servir le continent. C'est tout ce que nous disons. Si ce modèle n'est pas adapté au continent africain, mais bien entendu, il n'est pas question de le transposer. Le modèle chinois a mis l'accent sur le secteur rural. Et c'est vrai, il y a des avancées. Mais la Chine a beaucoup de problèmes. Mais la Chine est un pays qui avance. Hein. On y était tout récemment. Ils ont des think tanks. Voilà un pays qui a mis en place des centres de recherche, des instituts qui se focalisent sur des pays, sur des régions du monde, pour voir ce que ces pays seront dans 15, 20, voire 50 ans, et comment la Chine doit se positionner par rapport à ces pays. Et ça, c'est remarquable. Il va falloir maintenant que nous-mêmes, on s'y mette. L'autre dimension qui est fondamentale dans la discussion que nous aurons, c'est les aspects intégration régionale ou sous-régionale. Il est vrai que les grands pays, l'émergence du Brésil n'a pas été basée sur l'extérieur, c'est interne. La Chine, la même chose.
Tout à l'heure, je pense que l'intervenant de Fatma parlait de la classe moyenne, mais voilà un pays qui a développé une classe moyenne remarquable en Chine aujourd'hui. Et c'est ce qui va soutenir la croissance chinoise. Ce n'est pas l'extérieur, c'est important, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Donc, ils sont partis du principe que c'est à l'intérieur qu'ils vont se développer. Et par conséquent, les réformes qui sont engagées partent de cela. Nous avons des petits pays, des marchés étroits. C'est la raison pour laquelle il est important qu'on mette l'accent donc sur l'intégration régionale versus régionale. On parle également, est-ce que les modèles sont réplicables? Mais vous savez, même ces pays qui ont eu des avancées considérables, je prends le cas de la Malaisie. Celui que nous avons invité de la Malaisie c'est le sénateur Idriss Jala. Idriss Jala, il vient du secteur privé, c'est lui qui a réformé Malaysia Airlines, qui en a fait donc un instrument extraordinaire. Et partant de là, on l'a appelé au gouvernement, et c'est lui l'architecte en fait du processus de transformation en Malaisie. Je lisais tout récemment une de ses interviews dans la presse américaine, et il disait, écoutez, voilà ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, voilà les défis, mais si c'est à refaire, je ne referai pas la même chose. C'est vous dire que même les pays qui ont connu ces avancées-là réfléchissent par rapport à leur parcours, à leur trajectoire, et donc sont amenés à s'ajuster par rapport à leur vécu, tout simplement. Donc il n'y a pas de panacée en la matière. Donc chaque pays tiendra compte de ses besoins, de ses spécificités, de ses contraintes, de ses opportunités pour se lancer donc sur cette trajectoire-là. Je suis en train de voir si je n'ai pas omis une question qui m'aurait été posée. La question de la dette, le ministre en a parlé. La question des ajustements, c'est une question qui est dépassée. Aujourd'hui, je crois que nos pays ont pris leurs responsabilités. Je disais toujours à mes collègues, quand j'ai rejoint les Nations Unies, je me rappelle il y a 35 ans, ce qu'on appelait à l'époque les politiques framework de la Banque mondiale du Fonds monétaire des pays étaient préparés par des cadres du Fonds et de la Banque dans le pays. Mais ça s'est dépassé. Aujourd'hui, ce sont nos cadres qui préparent ces documents-là et négocient avec nos partenaires. Donc, le PND de la Côte d'Ivoire et le PND de la Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'on apporte une contribution en termes de conseil, en termes d'avis techniques, ça c'est une chose. Mais au final, il reviendra à nos pays donc d'articuler leur vision, leur stratégie, leur programme et leur plan qu'ils vont mettre en œuvre avec le concours ou pas de leurs partenaires. Et donc ça également c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on donne le sentiment que nous sommes toujours infantilisés. Là je ne parle pas en tant que Nation Unie, je parle en tant qu'Africain. Non, aujourd'hui il faut qu'on prenne nos responsabilités et c'est le cas aujourd'hui. Ça je peux vous le garantir. Il y a des pays qui sont, en tout cas c'est le cas du Rwanda, il n'y a pas que le Rwanda du reste, qui ont des politiques clairement affichées, et c'est la raison pour laquelle le ministre a évoqué tout à l'heure la question de la gouvernance, politique, économique, financière et j'en passe, mais également le fort leadership, l'appropriation. Et ça c'est fondamental. Et partout où ça a marché, en fait, il y a eu cela. Et je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ça, bien entendu. Il y a des faiblesses, on ne dit pas que tout est parfait, mais au Rwanda, en Éthiopie, au Kenya, il y a des défis, mais je pense qu'il faut qu'on tienne compte de leur contexte et de voir donc comment ils ont pu avancer dans ce domaine-là et comment on peut s'inspirer, comment on peut échanger donc sur ce plan-là. Voilà, je pense que c'est, si je ne me trompe pas, c'est l'essentiel des questions qui avaient été posées à mon sens.